Merci beaucoup, colonel. Mon général, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un véritable honneur de pouvoir modérer cette table ronde et de revenir ici sur les terres salonnaises où j'ai aussi beaucoup de souvenirs. Donc, nous allons donc aborder la seconde table ronde sur le thème de la militarisation de l'espace. Un thème aussi très large, mais vous verrez qu'en 1h30, on peut en dire beaucoup et vous ressortirez très riche de par les différentes interventions que l'on va écouter. Alors, dans un premier temps, effectivement, il y a 1001 façons d'aborder la militarisation de l'espace, puisque ce terme en lui-même charrie son lot de vérités et également d'idées reçues. Il évoque pour chacun de nous une utilisation très spécifique de l'espace. Pour faire très simple, la militarisation de l'espace est l'usage de l'espace à des fins militaires, que ce soit clair. Elle n'est pas à confondre avec l'arsenalisation de l'espace, qui a des objectifs clairement offensifs, voire agressifs, dans l'espace. Les deux phénomènes datent pourtant de la guerre froide et se développent de manière concomitante. C'est également pourquoi on les confond parfois ensemble. L'arsenalisation de l'espace peut apparaître contraire au traité de l'espace de 1967, qui établit l'usage pacifique de l'espace, mais ce dernier, donc le traité de l'espace, n'interdit que les armes de destruction massive placées en orbite. Donc, sous-entendu, les armes conventionnelles sont autorisées. La militarisation de l'espace pourrait n'être qu'une utilisation parmi d'autres des applications spatiales. Néanmoins, il faut souligner que le client, entre guillemets, final, c'est-à-dire les armées, a des besoins spécifiques et les enjeux sont tout autres. L'utilisation de l'espace s'est généralisée au lendemain de la guerre du Golfe de 1991, si riche d'enseignements pour le spatial, mais pas seulement. Elle est connue, cette guerre, pour être la première guerre spatiale. Alors, il n'y a pas eu de combat dans l'espace, mais cette expression renvoie au fait qu'un grand nombre de satellites ont été utilisés pour la planification et la conduite des opérations. Et cet intérêt, aujourd'hui, n'a jamais diminué pour les utilisations militaires de l'espace. En France, en 1991, pendant cette guerre du Golfe, nous pouvons compter sur des prises de vue de spots, mais aussi sur le premier satellite militaire français de communication sécurisée, Syracuse 1, qui a été mis en orbite en 1984. Les satellites militaires de reconnaissance Helios ont été décidés dès la moitié des années 80, en 1985, mais ils ne seront placés en orbite qu'en 95 et 99. Mais déjà, les évolutions s'accélèrent et le nouveau paysage spatial post-guerre froide se met en place. La multiplication des risques et des menaces dans l'espace fait naître une véritable réflexion sur la nécessaire adaptation de nos structures spatiales existantes en France, mais également aux États-Unis. En France, la création du commandement interarmé de l'espace en 2010 est déjà une première étape importante. Mais la création du commandement de l'espace en 2019 a véritablement inscrit l'espace comme domaine vital pour notre pays, afin de garantir sa sécurité et également le développement de son économie. Les États-Unis ne sont pas en reste avec la création de la Space Force en 2019, la réactivation du National Space Council ou encore la labellisation de l'espace comme Warfighting Domain. Au sein de ce panel, nous tâcherons donc de mieux comprendre l'évolution de cette militarisation de l'espace, comment la France et les États-Unis entendent y répondre séparément, mais aussi au travers de leur coopération. Il sera également question de capacité à détenir pour continuer à être une puissance spatiale militaire crédible aujourd'hui. Pour ce faire, j'ai la chance et l'honneur d'avoir 4 panélistes de grande qualité qui vont s'exprimer chacun dans un premier temps 10 minutes. Puis nous entamerons une discussion que j'espère très fructueuse. Je me tourne donc vers notre premier panéliste que nous devons avoir en visio. Il s'agit de l'amiral Christophe Mérieux. Très bien. Amiral, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Et vous? Très bien, merci beaucoup. Donc, amiral, vous êtes depuis le 1er septembre 2023 l'officier général adjoint du CDE et l'espace a marqué et marque encore votre carrière, car vous avez rejoint dès sa création le commandement interarmé de l'espace en 2010 en tant que chef de la section position, navigation et synchronisation. Vous exercez ensuite les fonctions d'adjoint puis chef de bureau politique spatiale et coopération au CIE.
Vous êtes ensuite affecté au sein de l'état-major interarmée interallié de Naples pour l'OTAN, en tant que chef de la division système d'information et de communication et le cyberespace. Puis en 2019, vous êtes commandant en second du commandement des programmes interarmées et de cyberdéfense. En 2021, vous rejoignez le SGDSN en charge des problématiques liées à l'ensemble du domaine spatial. Sans plus tarder, Amiral, je vous cède la parole. Merci. Et merci pour l'organisation de cette table ronde à la direction de l'école militaire, l'école de l'armée de l'air et de l'espace. Donc, je vais commencer par parler d'abord des apports essentiels de l'espace au profit des populations civiles. Donc, l'utilisation de l'espace se fait par 4 grandes familles d'applications. Donc, on a tout d'abord ce qui est l'observation. Donc, c'est tout ce qui est imagerie, qu'elle soit optique, radar. On peut aussi observer la température, les hauteurs de l'eau. On peut enregistrer des signaux électromagnétiques depuis l'espace. C'est la première famille. La deuxième, c'est tout ce qui est télécommunication, ça parle de soi, et c'est les premières liaisons entre transatlantiques avant que l'on ait des câbles sous-marins. La troisième, c'est le positionnement. Donc, avant le GPS, il y avait le LoRaN, par exemple, comme système de positionnement. Et enfin, la quatrième, c'est la synchronisation. Donc, ça vient d'une utilisation détournée du GPS. Et ça offre, parce que le GPS offre une référence de temps mondiale très précise qui a été utilisée pour de nombreuses applications de synchronisation. Donc on en trouve du coup dans l'agriculture, par exemple, pour déterminer les besoins en eau ou en engrais d'un champ et pour guider un tracteur par le GPS. On en trouve dans les finances, donc c'est la synchronisation des transactions boursières. On en trouve dans la recherche avec l'exploration. L'observation de l'espace lointain, ou encore des réflexions en cours sur la fabrication de médicaments dans l'espace. Le transport est bien évidemment impacté avec tout ce qui est navigation, mais désormais on a également des assurances qui sont basées sur un suivi de GPS. On a également des balises de détresse qui utilisent Galileo pour avoir un chenal retour confirmant l'activation de la balise. On a également tout ce qui est logistique. Donc, des grands magasins utilisent des applications de satellites de communication pour, par exemple, la gestion de leur stock. Donc, on a une véritable dépendance des sociétés modernes à l'espace. On a quelques études, par exemple, une étude américaine sur le coût d'un brouillage massif du GPS sur une période conséquente. Et là, on parle de milliards de dollars par jour. Enfin, on a une étude récente en France qui a été faite par le SGDSN sur un blackout espace et les implications que cela pourrait avoir sur la société française. Alors après avoir fait le portrait de ces applications civiles, eh bien, les militaires n'échappent pas à cette dépendance. Donc ça commence avec la guerre froide, comme vous l'avez dit, capitaine, donc avec les premiers satellites d'observation qui permettent une surveillance réciproque sans violation des espaces aériens, ou d'une quelconque réglementation, puisque le droit permet le survol depuis l'espace des territoires. Aujourd'hui, les applications sont multiples. Le guidage de bombes, la météorologie, bien évidemment, la navigation, la synchronisation des réseaux, des liaisons radio chiffrées, les télécommunications par satellite, le renseignement, des modèles numériques de terrain sont tous issus d'applications de l'espace que nous utilisons. Donc la militarisation, comme vous l'avez précisé, c'est bien l'utilisation pacifique à des fins militaires sur terre, air et mer. Donc ça répond à un besoin d'autonomie stratégique et pour ça nous utilisons différents types de satellites. Donc vous les connaissez normalement, Syracuse pour les transmissions, CSO pour l'observation optique, CERES pour le renseignement d'origine électromagnétique. Donc l'espace a cette vertu d'offrir une capacité d'appréciation autonome de la France et elle nous a déjà bien servi, particulièrement en termes de renseignement. Alors l'utilisation, ça nécessite également un accès, et quand on parle d'utilisation de l'espace, on inclut également les lanceurs, et c'est pourquoi la France est un fervent défenseur des fusées Ariane. Donc, forte de ce constat et l'importance de l'espace, on est conscient que sans l'espace, on peut probablement faire la guerre, mais certainement moins efficacement. Et donc, il y a un intérêt à dénier les capacités spatiales d'une nation adverse, et ça devient un enjeu de supériorité. Donc, du temps de la guerre froide, et là je commence à parler des menaces, donc, du temps de la guerre froide,
on a commencé par ce qu'on savait faire. Donc, ce qu'on savait faire, c'était des missiles. Donc, on a fait des missiles anti-satellites. Et donc, même si on a des démonstrations de la Chine en 2007, des États-Unis en 2008, de l'Inde en 2019 et de la Russie en 2021, on a des programmes bien anciens. Par exemple, le programme américain Bold Orion, qui a commencé en 1959, de missiles anti-satellites, ou encore un équivalent soviétique en 1963. Deuxième capacité de nuisance ou de menace, le brouillage. Et du temps de la guerre froide, également des bombes nucléaires dans l'espace pour créer une impulsion électromagnétique. Donc on peut lire dans la presse qu'apparemment il y a un programme russe qui existe actuellement utilisant ce principe. Néanmoins, les premiers tests ont été faits en 1958 par les Américains avec un programme qui s'appelait Starfish Prime. Donc en 1900, avec le programme lui-même a fait l'objet d'une explosion nucléaire en 1962. Bon, ensuite, on a le laser. Puis, plus on développe l'utilisation de l'espace, plus l'utilisation de l'espace se démocratise et plus on voit de nouvelles menaces apparaître dans l'espace cette fois-ci. Donc, ça commence par des satellites butineurs. Donc, vous avez normalement tous entendu parler de Looch Olympe, qui est un satellite qui se promène sur l'orbite géostationnaire et qui reste de temps en temps à côté de satellites occidentaux pour les écouter. On a également des chasseurs, donc l'apparition de satellites qui sont lancés exactement dans le même plan qu'un autre satellite ami et qui se maintiennent juste à proximité. On a enfin d'autres exemples comme des poupées russes, donc des satellites qui relâchent un autre satellite et qui ensuite lancent un effecteur, donc un mobile à grande vitesse. Nous avons eu également d'autres démonstrations, donc la navette chinoise ou encore le satellite SJ-21 qui a été capable de désorbiter un satellite ancien sur l'orbite géostationnaire et de reprendre sa place à l'issue. Donc c'est là où on peut parler d'arsenalisation et du fait que l'espace est devenu un milieu de conflictualité. Autre menace qui apparaît avec la numérisation des satellites et des systèmes satellitaires, c'est la menace cyber et nous en avons une belle démonstration avec l'attaque sur Viasat, le réseau de télécommunications utilisé par l'Ukraine au début du conflit. Donc la réponse à ça, c'est la nécessité de se protéger et de défendre ses propres capacités. Donc en France, vous l'avez dit, on a commencé à créer le CIE en 2008 et pour les débuts et la véritable première capacité opérationnelle a eu lieu en 2010. Ensuite, nous avons rédigé une stratégie spatiale de défense, donc en 2019, et avec elle, nous avons créé le commandement de l'espace qui incarne le volet opérationnel de la stratégie spatiale de défense. Donc l'objectif principal est de dissuader l'adversaire de s'en prendre à nous. Alors, on ne parle pas de dissuasion habituellement, on parle plutôt de découragement quand on ne parle pas de nucléaire. Et ça touche plein de domaines, puisque ça va du juridique aux relations internationales, en passant par le capacitaire. Donc la première idée pour décourager un adversaire, c'est d'être capable d'attribuer des actes dans l'espace et de faire ce qu'on appelle du shaming, être capable de dénoncer les actions malveillantes d'un compétiteur. Donc ça nécessite de voir ce qui se passe dans l'espace. Et c'est pour ça que la France, qui s'était dotée d'un radar de surveillance de l'espace qui s'appelle GRAVE, renouvelle sa capacité avec un radar qui va s'appeler Aurore. On utilise également des télescopes et principalement les télescopes qui nous sont proposés par le CNES. Pour attribuer et faire du shaming, il faut également avoir un cadre. Donc, en fait, ça correspond à définir des comportements responsables. Et donc, c'est pourquoi le CDE, en accompagnement du ministère des Affaires étrangères, travaille auprès de l'ONU et du COPLOS, le Comité pour l'utilisation pacifique de l'espace. Donc, nous travaillons pour définir des comportements responsables à ce niveau-là. La deuxième partie du découragement, c'est dissuader nos adversaires sur les impacts que pourrait avoir une attaque. Donc ça, c'est l'objectif, c'est de faire des coopérations. Et l'ultime but qui a été réalisé en 2021,
c'est le fait que l'OTAN déclare qu'une attaque dans l'espace pourrait déclencher un article 5. Et donc, nous pourrions invoquer un article 5 si, par exemple, CSO était attaqué. Le suivant, en termes de découragement, c'est le principe qui est énoncé dans la stratégie spatiale de défense, qui s'appelle la défense active. Donc l'objectif, c'est de démontrer qu'on est prêt à répondre à une attaque, tout en produisant le moins de débris, puisque nous respectons le traité de 1967 et le droit des conflits armés. Donc pour cela, nous mettons en place plusieurs démonstrateurs. Le premier s'appelle Yoda, en orbite géostationnaire. Le deuxième s'appelle Toutatis, en orbite basse. Et tout ça là, doit nous amener à une première capacité opérationnelle qui s'appellera Égide en 2029. Nous nous intéressons également à la maîtrise de la guerre électronique et du spectre électromagnétique. Enfin, dans la partie découragement, nous pouvons considérer que la résilience est un appui. Nous avons plein de réflexions sur la masse par rapport à la technologie et également un équilibre entre le service commercial, le service patrimonial et les coopérations dont le colonel Rigal sera à même de vous parler. Alors, j'ai parlé des volets juridiques, capacitaires et relations internationales. Il y a également un volet RH et une partie organisation. Et je laisserai au commandant de la BA-101, le colonel Rigal, le loisir de pouvoir vous en parler. Voilà. Merci beaucoup, Amiral, pour cette présentation qui a aussi pu nous rappeler les évolutions de l'arsenalisation et de la militarisation de l'espace et la généalogie un peu des différents moyens qui ont été mis en place dès la guerre froide, qui aujourd'hui connaissent une relative accélération, pourrait-on dire, avec aussi l'évolution des technologies. Et vous nous avez donné des exemples de ce qui se passait concrètement, que ce soit en orbite géostationnaire ou en orbite basse. Donc merci beaucoup pour cela. Et il a aussi été très éclairant de voir de quelle manière la France pouvait réagir autour de cette notion de découragement et toutes les déclinaisons finalement que l'on peut tirer derrière cette notion de découragement et tous les moyens mis en œuvre, dont certaines capacités. Donc merci beaucoup, Amiral, pour cela. Je vous propose à présent d'avoir une vision américaine. Donc on va traverser l'Atlantique avec Monsieur Vipin Narang qui est avec nous. Est-ce que vous nous entendez correctement? Est-ce que vous nous entendez? Hello? Allô? Good. Donc, Hi, Captain. pour vous présenter, Monsieur Narang, vous êtes actuellement professeur de sciences politiques et de nuclear security au MIT, donc le Massachusetts Institute of Technology. Votre expertise se situe tant sur les stratégies nucléaires que également les politiques spatiales, puisque de mars 2022 à août 2024, vous avez été en poste au département de la défense américaine et vous exerciez les fonctions de secrétaire adjoint à la défense pour la politique spatiale. Donc nous sommes ravis de vous avoir avec nous et ravis aussi que vous nous appreniez plus à propos de la politique spatiale américaine sur le thème, bien sûr, de la militarisation de l'espace. Donc je vous cède tout de suite la parole. Thank you, Captain. My high school French is good enough to follow, I think, where the discussion has been going, but not good enough to deliver this in French, en français. So forgive me, I'll speak in English. I want to give sort of the American perspective, and I also, as the captain said, primarily am a nuclear policy and nuclear scholar. But for the 2.5 years in the Biden administration, I was the principal deputy and then the acting assistant secretary for space policy, and worked very closely with France both on nuclear policy as well as eventually space policy as well. And it was my boss, Dr. John Plum, who was the first ASD for space, who primarily led the department's efforts in space policy for the Department of Defense. So I'll give a little bit of perspective, and then I apologize. I have to go teach in an hour. We're in this phase where our time difference is 5 and not 6 hours. So we got the time difference incorrect for today. But
Well, start with sort of the difference between, the primary question, militarization and weaponization of space. And I think the way I view the evolution of defense space is that we are sort of in a phase shift at the moment. The United States in particular has always been dependent on space for military operations, for ISR, for communications, for command and control. And so the Joint Force has long been dependent on space assets for operations. What we're seeing now, and I would say that that's sort of, the passive element of the militarization of space has long preceded the moment we're at today. But what we've been seeing in the last half decade or decade is space is not just a domain upon which the military and the Joint Force is dependent. It is increasingly competitive because of the US and the Allies' asymmetric dependence on space. Adversaries such as Russia and China, in different ways, like every other domain, maritime, air, nuclear, have decided to compete and threaten our dependence on space by pursuing counter space capabilities, which is a euphemism for weapons in space, to disrupt our ability to operate and support the Joint Force in that domain. And so for the Biden administration referred openly to space as a warfighting domain. I think the Vice Admiral mentioned that, we are no longer hiding the fact that that space is increasingly competitive, and we need to preserve our advantage and our ability to operate and function with our space assets to support the Joint Force. So the Department of Defense, sort of focused and took this mission seriously. We had the first sort of space strategic review about our strategy for defense in space and operations in space, and it's sort of I'd say there are three enablers and one real goal. The three enablers are, over the last couple of years, we've worked sort of fundamentally, it sounds mundane, on our classification strategy in space. Space is the most overclassified domain, I think, in the United States Department of Defense. And that makes it very difficult to break down barriers and work with allies and with commercial partners in order to get after the space defense problem. And so there was a major effort to reform classification in the Department of Defense, led by the Deputy Secretary herself, so that we have classification levels at the appropriate level to be able to cooperate with allies and with commercial partners in order to get after this problem. So classification reform is actually, I think, one of the more fundamental initiatives that was undertaken so that we can lower the barriers and have a common picture about what the challenge is, particularly from China, which is developing just a breathtaking architecture of space and counter space capabilities, as well as Russia, which poses an acute threat. And I'll come back to sort of the most visible example of that, which is the program to potentially put a nuclear weapon in space as an anti-satellite weapon against an entire orbit in space. The second C or pillar is cooperation with allies. So we don't go at this alone, and we're well aware that allies bring capability and geography to our space architecture. Space is the commons. It is not geographically delimited the way sort of NATO's territorial boundaries are, and so it called for unique and novel ways to think about cooperation in this domain. Space has long been a domain for intelligence, and so Five Eyes was sort of a natural place to start. But, and I don't say this just because I'm speaking to a French audience, the most capable space ally we have is France. By far, it is independent, it is capable, and it has, I think, a theory of space that aligns extremely closely with the United States, and we work very closely with our French counterparts in CISPO and then Operation Olympic Defender to get to what is really the holy grail for cooperation in space amongst allies, which is joint operations, right? So what are the comparative advantages that the United States has, that France has, that Norway, Japan, Germany, and the UK and other CISPO members have
that can amplify our overall space architecture and build resilience against the adversaries. And so, you know, France is sort of the leading ally in this effort, and I think CISPO was born out of the recognition that our most capable space ally in the defense space domain was not a Five Eyes country, but France. And so that was the ability to have a separate vehicle that enabled that cooperation, both at CISPO and then Operation Olympic Defender, which I think is actually, you know, my view is OOD is what we want CISPO to generate, which is actual combined operations. I think was a pillar of our strategy. The third is commercial space cooperation. Unlike some other domains, particularly nuclear, which is, you know, where I come from, which is largely you know, public-led in the United States, the defense space domain is driven by industry. Rapid refresh rates, everything from launch to payloads. Industry is a vital contributor and participant, and at the bleeding edge of these technologies. And so we want to leverage commercial space and the rapid refresh rates from the commercial sector, both in the United States and in allies, to be able to keep up with the demand and the pace in defense space. All of our launch was dependent on SpaceX and ULA, and, you know, payload design and everything from you know, from cradle to grave was done in partnership with the commercial sector. And so there was a real emphasis on commercial integration, and the department released its first public 8-page commercial space integration strategy. All of this was designed to enable the fourth C, which is space control, which is to ensure that the United States and allies are able to operate in space and without losing functionality, even in the event of counterspace campaigns against our space architecture. And that means building resilience. It means building redundancy, of which allies and commercial space are critical enablers and partners. But I think, you know, against an adversary that adheres to basic space norms, resilience and redundancy may be enough. However, we are facing adversaries, particularly Russia, but also China, that may not adhere to traditional space norms, which have benefited us and essentially enable space to be a sanctuary for all spacefaring nations. And that is, resilience may not be enough, and passive defense may not be enough in the phase we're headed towards, where our adversaries deploy weapons in space and move away from the theory. The traditional sort of weaponization of space or space weapons was, call it direct descent ASATs, 1v1, right? A ground-based capability that would take out one satellite. Well, now adversaries are developing on-orbit capabilities that are 1v many, and that changes how we think about resilience and defense in space. And we have to think, you know, about active defense. We have to think about deterrence by denial, holding at risk both the offensive capabilities of our adversaries, but also, you know, being able to hold in kind at risk their high value assets in order to deter attacks on our high value assets as partners and allies. And this is the phase we're headed in. And I think the Russian program to potentially put a nuke in space brings into stark relief the idea that resilience may not be enough. And as we sort of think about what space cooperation looks like in the future, we have to be clear-eyed about what the threat is. China is a pacing and peer spacefaring nation, both in terms of space and counterspace. Russia is an acute threat. It is not as dependent on space. And as a result, it thinks about asymmetric capabilities where it is not afraid of bringing itself down with the employment of that capability. Because a detonation of a nuclear capability in space would wipe out an entire orbit that includes Russian assets, Chinese assets, American and French and Japanese and Indian assets. And so because Russia is asymmetrically less dependent on space, it's sort of so Russian to think about putting its brute force, has no problem bringing itself down with everybody else because, you know, it will marginally be better off. And it's an indiscriminate brute force attack. And how do you out-resilience your way out of that problem? You can't. And so it calls for thinking about what does defense in space look like. Passive defense, resilience is no longer sufficient.
And I think that's where sort of the future conversation, sort of needs to go. And I'm well aware, so I don't speak for the government, served in the Biden administration. The Trump administration, I think, will have to develop its own sort of viewpoint and strategy in space. Although I don't see a lot of, sort of daylight or departure from a view of the threat picture or the willingness to cooperate with allies that contribute as much as allies like the French do in this domain. And so I would expect a lot of continuity or hope for a lot of continuity, even as we see sort of disruption in other domains, particularly, sort of in the nuclear domain as well. But I'll close with that and look forward to any questions. Thank you very much. Merci beaucoup, Monsieur Narang, pour votre exposé. Cela a permis de souligner en fait la compétition, s'il avait besoin d'être souligné une fois de plus, mais la compétition exacerbée dans l'espace et notamment entre les États-Unis et certains compétiteurs, comme vous l'avez cité, bien sûr la Chine et encore malgré tout la Russie, et d'avoir aussi souligné que les États-Unis voulaient dans ce contexte garder l'avantage. Il y avait un intérêt vital en fait de pouvoir garder cet avantage et de le faire au travers, comme vous l'avez fait, de plusieurs volets, comme vous l'avez décliné, en soulignant malgré tout le problème de la classification ou la surclassification de certaines données qui pouvaient, je pense, entraver certaines coopérations avec les alliés. Et vous avez cité les enceintes qui existent aujourd'hui, comme le Combined Space Operation auquel la France participe. Et effectivement, ce problème de la surclassification, vous avez noté qu'elle était en train d'être traitée, en tout cas, peut-être pas encore résolue, mais traitée pour le moins. Et c'est intéressant aussi pour nous que vous avez souligné que la France est un des partenaires les plus crédibles quand on parle de la coopération avec les alliés et l'accent mis finalement sur aussi le secteur commercial avec cette intégration de plus en plus importante et nécessaire avec les acteurs spatiaux et de quelle manière tout cela se met en place pour un peu répondre à ce nouveau contexte stratégique. Vous avez également cité la résilience qui ne serait plus suffisante aujourd'hui et qu'on devrait aller au-delà en reprenant d'ailleurs le concept français de défense active. Et je me permets peut-être de vous poser tout de suite une question parce que je sais que vous devez nous quitter avant la fin de cette table ronde. Donc je me permets de vous poser une question tout de suite parce qu'on n'aura peut-être pas le temps de la poser à la fin. Justement, comment voyez-vous finalement les évolutions de la politique spatiale française, les annonces par exemple qui ont été faites et qui ont été rappelées par l'amiral Mérieux du commandement de l'espace sur la mise en place de Yoda, mais également de Toutatis, donc ces systèmes qui sont prévus pour la défense active en orbite géostationnaire et en orbite basse. J'imagine que ce sont, à vos yeux, sûrement des avancées positives qui vont dans le sens d'une vision commune, comme vous venez de le développer. Mais comment voyez-vous ces développements et comment voyez-vous peut-être les perspectives de coopération si les problèmes, notamment de surclassification, s'arrangent entre les alliés? I mean, it'd be unsurprising. I love it. Happy hunting. I mean, this is the future of the space domain. And we're already behind the curve against both Russia and China. And as both independently for the United States and France, but together, the more we can sort of align the theory of the case, but also capabilities, the stronger. I mean, this is where allies and partners, our theory of the case with allies and partners is, the augmentation of the deterrent by denial effect is more than the sum of its parts. I will also note it is going to be important that it's not just France and the US. We need to get our other allies on board with the theory of the case, but also in developing capabilities to amplify active defense to deter attacks on high-value assets. Okay, thank you very much. And because you leave earlier the conference, I have a pressing question from General Teste, so please. It's not a pressing question. I'll try to do it in English also. You know, like me, that thank you very much for your explanation. It was very interesting. Thank you.
You know, like me, that today's lines are changing very fast. What was right yesterday, well, maybe not right tomorrow. My question is, do we, as European and French more particularly, have to fear loss of bilateral cooperation in the field of the, space surveillance and SSA? I'll be very honest and say I hope not, but I don't know. I think the last 6 weeks for those of us in the United States, particularly those from the previous administration, are seeing, very rapid disruption. I don't know how much is going to stick. I am, in the nuclear domain, I am well aware that the credibility of our extended nuclear deterrent, which has been a bipartisan pillar of U.S. policy for 75 years, is under unprecedented challenge right now. And I don't know how that will spill over into other domains. I think it is in areas where allies, I think what this administration is looking for is it is willing to defend and partner with allies that contribute. And I think in space, the reality is our allies, particularly in CISPO and Operation Olympic Defender, contribute a lot in ways that the United States cannot go it alone, because we simply don't have the geography and the capability to keep pace at the moment with China's growing architecture. And so I'd like to say, sort of, I don't know the answer to that question. It's a good question. But this is also where I think sort of, France's historical strategies, sort of puts it in a position to weather these challenges. I joked in the nuclear domain, President de Gaulle somewhere is saying, "I told you so." And it may be that, the French theory in space, which mirrors, sort of the independent streak in French strategic capabilities, I think at times like these is very, very, it puts France in a position to weather these challenges, perhaps better than other allies, particularly, you say the United Kingdom or Germany. And so, in the nuclear domain, President Macron has, opened the door to a discussion on the Euro deterrent. It maybe in other domains, it's time. It may be necessary to have those conversations, but I don't think just yet. I think in these domains, which are, areas where allies contribute significantly, and the U.S. Department of Defense knows that, our intelligence community knows that, our Space Force knows that. Allies and partners are a force multiplier, and it is a good bargain for us to continue cooperation in these domains. Once again, thank you very much for your intervention. I know you will stay with us not until the end, but thank you once again for your intervention. Merci beaucoup. De rien. Je me tourne à présent vers le colonel Laurent Rigal. Donc, vous êtes actuellement commandant de la formation administrative 101 au commandement de l'espace à Toulouse. Entre 2013 et 2017, vous êtes affecté à l'escadron de programmation et d'instruction à la guerre électronique, les PIGE, de Mont-de-Marsan, dont vous assurez ensuite le commandement de 2015 à 2017. En 2017, vous prenez le commandement de l'escadre aérienne du C2 projetable sur la base aérienne d'Évreux, puis vous embrassez la carrière spatiale. Effectivement, vous êtes chef du bureau stratégie du commandement de l'espace et en même temps, vous remplissez les fonctions d'assistant militaire. En 2021, vous êtes affecté à Colorado Springs en tant qu'officier de liaison interarmée-espace auprès du US Space Command. Vous deviez notamment faciliter les efforts de coopération opérationnelle entre les États-Unis et la France. Donc, entre autres, dans votre intervention, j'imagine que vous allez nous dire si vous avez réussi votre mission. Merci Béatrice, merci mon général pour l'invitation. Bonjour à tous, c'est un plaisir d'être ici à Salon de Provence longtemps après avoir été sur les bancs. Je vais dire d'abord, essayer d'articuler mon propos sur deux choses. Tout d'abord, je pense que c'est très important, c'est les liens entre l'espace et les technologies de l'information. Et ensuite, je vous donnerai, comme l'a demandé le contre-amiral Mérieux, quelques éléments concrets sur le commandement de l'espace, sa transformation, en particulier à Toulouse. Alors tout d'abord, les liens entre l'espace et le domaine numérique, il me semble clé, en fait, les technologies de l'information,
Si on retourne un petit peu en arrière, la fin de la guerre froide, c'est vraiment un point d'inflexion majeur, en fait, dans l'action militaire. Les États-Unis, faute d'adversaires systémiques, se sont posé la question à cette époque-là du meilleur moyen d'investir dans les technologies ou dans la défense. Peut-être fabriquer moins d'avions, de bateaux, de chars, etc., mais dépenser, investir dans la défense. Ce processus de réflexion, cette réflexion prospective qu'on appelle la Revolution for Military Affairs, du début des années 90 aux États-Unis, elle a bien identifié les technologies de l'information comme un domaine clé. Internet est né dans les années 60-70, peu importe le concept. En revanche, les briques technologiques relatives à cela étaient matures au début des années 90. Et ça, c'est important parce que l'espace fournit beaucoup de données qui peuvent ensuite être véhiculées grâce à ces technologies de l'information. Qu'est-ce que ça change pour l'action militaire ? Ça change les choses dans la mesure où l'utilisation de ces nouvelles technologies de l'information a accéléré en fait le fait opérationnel. Ça a permis de fournir l'information petit à petit, pas seulement aux décideurs stratégiques ou politiques, mais aussi au plus bas niveau. Donc ça a révolutionné la chose militaire et l'action militaire. Donc ces technologies de l'information et l'utilisation des technologies de l'information dans le fait militaire a changé les choses et a rendu nos modes d'action beaucoup plus efficaces. Et l'espace joue un rôle majeur parce que beaucoup de capteurs, il y a 3 domaines, 3 milieux en fait qui jouent un rôle majeur dans cela. C'est l'espace, le cyberespace et les fonds sous-marins. Chacun d'entre eux permettant en fait le transport de l'information et encore une fois pour accélérer et rendre plus efficace l'action opérationnelle. Donc l'usage de l'espace a été démocratisé d'un point de vue tactique, conceptuellement par les États-Unis au début des années 90. Donc cette RME, en fait, je pense qu'il faut garder ça en tête pour comprendre en fait ce qui s'est passé les années d'après. Nos modes d'action sont devenus beaucoup plus efficaces, évidemment, mais ça nous a rendus également vulnérables vis-à-vis notamment de nos compétiteurs qui ont bien identifié le fait que nous avions, par le fait de l'espace, des fonds sous-marins ou du cyberespace, acquis en fait une efficacité opérationnelle majeure. Et parce qu'ils ont identifié nos vulnérabilités, évidemment, ils ont construit, la Chine donc au premier rang, ils ont réagi et ils ont construit des capacités dites de counterspace. Ça a été évoqué tout à l'heure. La Chine a fabriqué son premier missile antisatellite en 2007, l'a testé, a publié une stratégie civilo-militaire en 2015, donc a commencé à expliquer comment elle allait utiliser cette arme en particulier. Et tout ça démontre bien l'organisation de nos compétiteurs face à notre efficacité opérationnelle au travers de l'utilisation de l'espace, du cyberespace, des fonds sous-marins, etc., etc. Et c'est toujours pareil. C'est une logique d'action-réaction. On a, nous, été forcés de réagir face à cela en publiant effectivement cette stratégie spatiale de défense. Dans ce document que je vous engage, je m'adresse évidemment aux élèves tous à lire, le premier paragraphe, c'est bien les éléments de contexte. Qu'est-ce qui a changé ? La conclusion de ce premier paragraphe, c'est l'espace est devenu un domaine de conflictualité. Voilà. C'est devenu un domaine de conflictualité. La conclusion, c'est 2019. Et je pense qu'au travers des éléments que je viens de citer auparavant, ça permet de donner un petit peu de sens, en fait, à cette notion. Voilà. Il est stratégique pour nos opérations militaires. Et donc, il s'agit de le protéger et de le défendre. Alors, évidemment, la vision, elle peut être différente aux États-Unis ou chez nous. Mais en fait, il n'y a pas tant de différence que cela. Aux États-Unis, on parle effectivement de warfighting domain, qui est peut-être un petit peu plus allant. Mais on parle, nous, plutôt de domaine de confrontation. Voilà. Mais au bilan, dans la mise en œuvre des moyens, derrière ce constat-là, on est assez parallèle avec les États-Unis. Effectivement, le commandement de l'espace a été créé le 3 septembre 2019. Les États-Unis ont créé, ou plutôt réactivé, US Space Command, donc le commandement spatial des opérations, 3 jours plus tôt, hein, fin août 2019. Il avait été créé en 1985, désactivé en 2002 et réactivé en 2019. Ils ont créé la Space Force, effectivement, Béatrice, en décembre 2019.
Voilà, tout ça est arrivé derrière comme conséquence en fait de cette conclusion. L'espace est devenu un domaine de confrontation. Et pour garder un lien avec le domaine technologique et des technologies de l'information, une des premières productions de la Space Force, ça a été un document que je vous engage également à lire qui s'appelle US Space Force Vision for a Digital Service. Et c'est bien le fait que l'espace, par nature, pour les spécialistes du spatial de défense américain, est un domaine numérique. Je pense que ça, c'est un élément essentiel, ce lien entre les technologies de l'information et le domaine spatial. Pour parler rapidement de la mise en œuvre actuelle de la stratégie spatiale de défense à Toulouse, le CDE, en matière de ressources humaines, c'est donc à terme à peu près 470 personnels. On est aujourd'hui à peu près 350. À l'été, on va grossir un petit peu plus. Sur ce total, 220 personnes sont aujourd'hui à Toulouse et environ 280 y seront à l'été. Donc, la première capacité opérationnelle du CDE est visée pour le mois de novembre 2025 et elle fera l'objet évidemment d'une belle cérémonie à Toulouse. Environ 85% des aviateurs, des personnels du CDE sont des aviateurs. Voilà. Pour autant, le CDE reste un organisme à vocation interarmée. C'est un organisme qui accueille donc des spécialistes de l'armée de terre, de la marine nationale, de la DGA, mais aussi du service de commissariat des armées. Voilà. Ce qui caractérise également le CDE, c'est sa proximité avec le CNES et la notion de dualité. La dualité, c'est bien le principe fondateur du spatial de défense français. Le but de la France, et ça a été dit lors de la première conférence, c'est quand même d'éviter, si on peut, les doublons. Il s'agit donc, dans le domaine du spatial de défense, d'aller chercher l'expertise là où elle est, et donc la relation, pour nous autres du CDE, la relation avec le CNES est de ce point de vue-là fondamentale. Voilà. Pour terminer, une actualité très riche en 2025 pour le spatial de défense français. Je me permets d'en dire quelques mots. Tout d'abord, le 2 juillet prochain, on va inaugurer une nouvelle base aérienne. Je pense que c'est la première fois depuis très longtemps que l'armée de l'air et de l'espace va pouvoir inaugurer une base aérienne. Ça sera la base aérienne 101, qui ne sera pas à Francazal, qui sera à côté du CNES, mais qui reprend le numéro de cette fameuse base aérienne 101 de Francazal, qui était la première base aérienne française créée en 1934. Donc c'est un événement marquant qui se passera sur la place du Capitole le 2 juillet prochain. Et ce sera un nouvel outil de combat pour les opérations spatiales, mis au profit évidemment du commandement de l'espace. Ensuite, nous aurons la livraison du bâtiment, notamment du commandement de l'espace, à compter du 20 août prochain. C'est un bâtiment ultra moderne, qui sera probablement envié par beaucoup de gens et dans lequel on aura l'occasion, évidemment, d'œuvrer au profit des armes de la France. Et comme je le disais, en novembre, le coupage de ruban et le prononcé de la première capacité opérationnelle du commandement de l'espace qui se passera également à Toulouse. Donc voilà, une année très très riche en matière de militarisation, en tout cas de réponse de la France aux enjeux de militarisation de l'espace. Merci beaucoup, mon colonel, et merci pour cet exposé qui nous a rappelé, comme on l'a vu déjà dans la première table ronde, mais cette imbrication entre les applications spatiales et les applications numériques. Mais vous l'avez dit aussi, finalement, cette quantité, on n'a pas beaucoup parlé de données, mais c'était en filigrane dans votre propos, cette quantité de données et aussi les décisions qui en découlent et l'accélération du tempo opérationnel sont des données très importantes à prendre aujourd'hui en compte, puisqu'on est censé prendre des décisions avec le maximum d'informations possibles, ou en tout cas de données possibles, pour avoir la meilleure décision possible. On sait bien que ça soulève aussi d'autres problèmes. Et puis vous avez bien rappelé que effectivement l'espace est à présent qualifié de domaine de conflictualité, et de là découlent finalement toutes ces nouvelles entre guillemets évolutions et toute cette nouvelle organisation, structure et formation également du personnel.
Et finalement, vous finissez sur les perspectives à très court terme avec ces inaugurations en 2025. Et je me permets quand même de rappeler que 2025 est une date en même temps très symbolique puisqu'on fête les 60 ans de la puissance spatiale française depuis 1965. Donc, hasard ou pas du calendrier, c'est une très belle opportunité justement de passer un autre cap finalement pour la France dans le spatial militaire. Merci beaucoup mon colonel et on reviendra tout à l'heure en discussion pour les questions. Je me tourne maintenant vers le général Testé et je dirais last but not least bien sûr avec vous. Nous avons le plaisir de vous avoir dans ce panel. Vous êtes actuellement président d'Agena Space. C'est une société qu'on pourrait dire peut-être issue du New Space, si je ne me trompe pas, et qui ambitionne de recréer une filière de la propulsion liquide orbitale en France pour des applications de mobilité des satellites dans l'espace. Donc je pense qu'avec ce qu'on a entendu précédemment, on est au cœur du sujet. Vous êtes également président du comité directeur du Centre d'excellence spatiale de l'OTAN à Toulouse et vous avez été commandant du commandement interarmé de l'espace de 2014 à 2017. Donc je vous cède sans tarder la parole, mon général. Merci beaucoup Béatrice et puis Laurent, merci beaucoup pour toutes ces explications que je ne suis pas toujours l'actualité de l'armée de l'espace comme je le devrais et je suis ravi de voir qu'on parlait tout à l'heure de bouger les lignes, que l'armée de l'air et de l'espace est capable de faire bouger les lignes jusqu'à créer une nouvelle base aérienne, ce qui n'était pas fait depuis très longtemps et j'en suis ravi. Je vais commencer mon exposé un petit peu, puisqu'on parle d'arsenalisation et de militarisation de l'espace, par une petite anecdote personnelle. Vous savez, à partir d'un certain âge, on commence à raconter ses guerres, donc c'est un peu un défaut. Donc en fait, au début des années 2000, j'étais au CNES et un des premiers aviateurs à être sur place là-bas. Et donc on m'a très rapidement, comme vous serez certainement à un moment donné dans votre carrière sollicité aussi, on me sollicite pour écrire un petit papier sur le rôle des militaires dans l'espace ou la militarisation de l'espace. Et donc j'étais très fier de moi, j'avais pondu un petit article qui devait paraître, je pense que c'était dans le Piège à l'époque, je ne suis pas sûr, ou dans une revue militaire, enfin pas quelconque, mais une revue militaire. Et très rapidement après sa présentation, je l'avais envoyé à ma maman, j'avais envoyé à toute ma famille parce que j'étais très fier de ce papier pour expliquer les choses. J'ai reçu une magnifique lettre parce qu'à l'époque, on n'était pas encore complètement numérisé et donc il y avait encore du courrier papier qui circulait. Magnifique lettre en mon nom qui arrive au CMP, donc à Toulouse, au centre de maintien poste. Et donc, bien entendu, j'étais très content d'ouvrir cette lettre. Elle m'était adressée par le général qui était conseiller militaire, un des prédécesseurs de Philippe Sténinger, un des grands prédécesseurs. Il n'est plus là, c'est dommage. Donc, le conseiller militaire du patron du CNES à l'époque, qui m'a fait une très gentille lettre, mais qui m'a gentiment remis à ma place. Il m'a dit, mon cher capitaine, vous avez daté le début de la militarisation de l'espace au lancement du satellite Syracusan en 1984. Je me permets simplement de vous rappeler qu'en 1968, le premier missile balistique français, le S-2, a passé plus de 20 minutes dans l'espace. Donc on considère que la première capacité spatiale militaire était les missiles balistiques. Donc simplement pour dire qu'on avait déjà, en 1968, commencé à militariser l'espace par les premiers missiles. Militarisation de l'espace, je pense que tout ce qui a été dit jusqu'à présent, j'y adhère complètement. Je vais simplement vous donner mon point de vue un petit peu sur la suite. Donc l'espace est militarisé, c'est-à-dire que l'espace sert aux opérations militaires. Je pense que vous l'avez tous compris. Je ne vais pas répéter ce que l'amiral a dit tout à l'heure ou ce que Laurent vient de dire de façon très, très claire. L'espace est dans la vie de chaque militaire. On a cité tout à l'heure, ou ce matin, on a en discuté entre nous, 47 satellites qui sont utilisés par jour sans que personne ne le sache. Bon, on ne peut pas revenir là-dessus. Sur le sujet, on pourra en discuter parce que parmi les 47, il y en a une trentaine qui sont la constellation GPS ou la constellation Galileo, donc ça en fait beaucoup. Mais tout ça pour dire qu'on utilise, sans le savoir, naturellement, énormément de satellites et encore plus quand on est militaire au quotidien. Donc on est très dépendant de ce service, de ce soutien spatial aux opérations, puisque c'est quelque chose qui a été aussi inventé dans le début des années 2000. À partir du moment où on a voulu, je ne dis pas être plus intelligent, parce qu'on n'est jamais plus intelligent, c'est une illusion de le croire. On a voulu travailler mieux avec les systèmes spatiaux en orbite. Pendant longtemps, on travaillait avec des systèmes spatiaux en orbite, un peu, c'est à la mode de le dire, de façon tuyau de poil. C'est-à-dire, c'était séparé. Il y avait d'un côté les systèmes qui recueillaient de l'information, donc les systèmes d'observation, les systèmes d'écoute. Donc on avait une doctrine qui s'appelait voir, écouter, communiquer. Très vite, on s'est aperçu que c'était bien, c'était d'un grand soutien pour les opérations, mais ce serait encore mieux si on arrivait à coordonner tout ça, c'est-à-dire se servir de la communication pour amener les données de recueil d'informations plus rapidement vers les utilisateurs. Donc on est passé
au concept de soutien spatial aux opérations, où plutôt que d'avoir des capacités juxtaposées les unes à côté des autres, on a commencé à les combiner, à les tasquer, enfin, c'est à les programmer les unes en fonction des autres, etc. etc. Donc à réellement obtenir un service spatial au soutien des opérations, ce qui fait qu'aujourd'hui, un petit peu comme le disait notre ami américain tout à l'heure, les principales nations occidentales, bon, les États-Unis d'abord, mais je pense que nous, on est logés à peu près à la même enseigne, on est extrêmement dépendants de ce soutien spatial pour toutes nos opérations et pour notre vie quotidienne aussi, pour élargir un peu les choses. Donc c'est quelque chose de majeur. Donc la militarisation est au service de nos opérations depuis très longtemps et c'est un état de fait. La weaponisation maintenant, l'arsenalisation de l'espace, pardon, plus près, l'arsenalisation de l'espace, on y vient, on a eu quelques exemples, l'amiral a cité quelques exemples. Moi je considère qu'effectivement la mise en orbite de satellites, même si c'est à titre de démonstration, qui sont capables d'aller prendre notre satellite, de le désorbiter ou de lui altérer sa charge utile de façon à ce qu'il ne remplisse plus sa mission, on est déjà dans un acte hostile, donc on est déjà dans l'utilisation d'armes au moins par destination, donc on est déjà dans une logique de weaponisation. Et j'ai envie de dire, et alors parce que de toute manière, et Laurent l'a très bien expliqué, on est en train de préparer les moyens de s'affranchir un petit peu de ce type d'agression pour passer aux étapes suivantes et travailler avec la connaissance qu'on peut être agressé et qu'on peut détecter l'agresseur, l'authentifier et ensuite mettre en œuvre des contre-mesures pour protéger nos satellites. Donc tout ça, c'est dans le tuyau. La stratégie spatiale de défense de 2019 en est déjà le premier, définit déjà ce qu'il faut faire. Bon, même si entre nous, et je me permets de le dire là parce que je dirais, je suis un peu plus libre que d'autres pour le dire, je pense qu'il faudrait qu'on le réactualise un petit peu, cette stratégie spatiale de défense. 2019, ça fait déjà 5 ans. En 5 ans, vu la vitesse à laquelle évoluent les événements, je pense qu'il va falloir qu'on se repenche dessus bientôt pour la remettre au goût du jour. Après, je voulais venir à l'étape d'après. Après la weaponisation, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va vers une guerre dans l'espace? Honnêtement, je n'y crois pas du tout. Je n'y crois pas du tout pour plusieurs raisons. Il y a un seul pays au monde aujourd'hui qui pourrait clairement, et je vois mes camarades, enfin mes élèves du master là-bas qui sourient parce qu'ils ont déjà entendu l'histoire depuis pas mal de temps. Bon, je suis désolé, je me répète, mais bon. Simplement, le seul pays au monde qui pourrait avoir un intérêt à déclencher une guerre dans l'espace, c'est la Corée du Nord. Tout simplement parce qu'ils savent aller dans l'espace, ils ont des lanceurs, ils ont un soutien russe de plus en plus affirmé pour envoyer des choses plus perfectionnées, parce que jusqu'à présent, ils ont démontré le lanceur, ça c'est déjà une chose, lanceur en orbite basse, ils ont démontré qu'ils étaient capables de mettre un Spoutnik en orbite. Je critique pas, je me moque pas d'eux, c'est parce qu'il faut passer par là, on y est tous passés, nous, Astérix, c'était aussi un Spoutnik. Donc en fait, on passe tous par cette étape-là. Mais aujourd'hui, c'est pas un Spoutnik qui va nous menacer dans l'espace. Par contre, ils ne sont pas du tout dépendants des capacités spatiales, au moins jusqu'à aujourd'hui. Ça peut changer vite aussi. Aujourd'hui, vous regardez quasiment tous les pays du monde. Il y a quelques années, j'aurais pas mis l'Iran dedans, mais l'Iran est de plus en plus aussi dépendant des satellites de télécommunications, des services de navigation et de localisation et de datation par satellite russes et chinois. Donc, il y a le seul pays dans le monde qui s'il y a une guerre dans l'espace, ne souffrirait pas, c'est la Corée du Nord. Donc, mis à part ça, aucun autre pays n'a intérêt de déclencher une guerre dans l'espace. Tout simplement parce qu'une guerre dans l'espace, ça produirait des débris. Et là, je vais prendre juste un exemple, parce que c'est celui qui est le plus documenté. Lorsque les Chinois, en 2007, ont détruit un satellite en orbite basse avec un missile anti-satellite, un missile ASAT, comme on dit, instantanément, ça a produit plus de 3000 débris. Un nuage de 3000 débris qui, aujourd'hui, selon les différentes estimations, enfin, selon les capacités de détection, si on détecte les plus petits débris ou si on est limité en capacité de détection, le nuage comprend aujourd'hui entre 6000 et 9000 débris. Et il est dans l'espace en orbite basse. Ça veut dire que tous les satellites, à un moment donné de leur vie, qui sont en orbite basse, c'est-à-dire ceux qui font de la surveillance, de l'observation, de l'écoute, de la météorologie, et maintenant toutes les constellations de communication, par exemple, passent à travers ce nuage à un moment donné de leur vie opérationnelle. Et donc ce nuage, il enquiquine tout le monde. Il enquiquine les constellations américaines, les satellites européens, japonais, indiens, mais aussi surtout les satellites chinois. Et je pense que les Chinois, et c'est pas pour rien si depuis 2007, ils n'ont pas refait un nouvel essai pour démontrer leur savoir-faire.
depuis cette époque-là, ils n'ont pas refait de destruction de satellites en orbite, malgré que tous les ans, ils font des essais de ce type de missile, mais le missile ne va pas à destination. C'est-à-dire il va vers la cible, mais il n'explose pas, il ne touche pas la cible. Donc ils ont compris qu'effectivement, lorsqu'on joue avec ça, et que l'on est dépendant par ailleurs des capacités spatiales, ben en fait, c'est un peu comme si on se tirait une balle dans le pied. Donc déclencher une guerre dans l'espace, aller détruire des satellites dans l'espace, aujourd'hui, pour moi, c'est complètement illusoire. Tant les pays du monde, les pays qui ont des capacités spatiales, dépendent aujourd'hui des capacités spatiales. Donc, sauf si un jour on voit la Corée du Nord qui envoie une cocotte minute chargée de billes, je ne veux pas leur donner une mauvaise idée non plus, mais enfin bon, chargée de billes métalliques à exploser en orbite basse. Mis à part ça, je dirais il n'y a aucune chance que les grands pays, et demain Poutine qui va faire une bêtise, donc j'aurais tort, mais bon, on ne sait jamais. Je pense qu'il n'y a aucune chance qu'un grand pays, une grande puissance spatiale déclenche une guerre dans l'espace. Parce que ce serait aussi néfaste pour elle que pour tous les autres. Donc, après la weaponisation telle qu'on parle aujourd'hui, la weaponisation ou l'arsenalisation, pour reprendre le terme français, a un but, c'est de, je dirais, aider les pays. L'espace, et ça a été très bien expliqué depuis tout à l'heure, l'espace, c'est un milieu à connotation stratégique. C'est-à-dire que les pays veulent accéder à l'espace pour mettre leur drapeau. C'est-à-dire pour dire, voilà, j'ai une capacité spatiale, je suis fier, je fais partie des grands, désormais. Et à partir de ce moment-là, c'est un endroit où on va faire des démonstrations. Et donc l'arsenalisation de l'espace dans un contexte de rivalité exacerbée au sol, et vous êtes aussi bien placé que moi pour le voir tous les jours, les rivalités entre l'Europe, la Russie, la Chine, et notre ami américain a parlé des rivalités américaines, russo-américaines, russo-chinoises, etc., etc. Donc ces rivalités, il y a un moment donné, pour démontrer pour que chacun démontre sa puissance, bien entendu, il faut faire des démonstrations dans l'espace. Donc les premières étapes de l'arsenalisation, pour moi, répondent à ça. Ça ne veut pas dire qu'ils vont utiliser une fois de plus ces capacités à des fins de guerre dans l'espace, mais simplement pour démontrer, c'est un petit peu de la dissuasion, même si le mot, il faut l'utiliser avec beaucoup de prudence. Et là, je ne vais pas non plus raconter une anecdote, mais la première fois à l'état-major des armées que j'ai utilisé le mot dissuasion spatiale, je me suis fait recadrer par mes camarades des forces nucléaires qui m'ont dit il n'y a qu'une seule dissuasion en France, c'est la dissuasion nucléaire. Donc le terme, c'est pour ça que maintenant, je pense que le CDE et l'amiral l'a employé le terme tout à l'heure, parle de découragement. Et je pense que c'est beaucoup plus raisonnable de parler de découragement plutôt que de dissuasion. Mais toutes les démonstrations que mettent sur pied tous ces pays-là, que ce soit les Russes avec leurs satellites poupées russes, dont a parlé l'amiral tout à l'heure, les Chinois avec le J-21 qui va bouger des satellites en orbite, etc., etc. Il y en a d'autres. Ça, c'est simplement quelques exemples emblématiques. Toutes ces expérimentations, ce sont des démonstrations à des fins de découragement, pour montrer qu'on est plus fort, enfin pour rouler un peu des mécaniques face à un adversaire potentiel dans l'espace. Donc pour résumer, militarisation, oui, depuis très longtemps, depuis les années 60. Arsenalisation, on y est dedans. Guerre dans l'espace, je n'y crois pas vraiment. Je peux m'arrêter là. Merci beaucoup, mon général. Donc, je retiens de votre exposé, au départ, vous avez évoqué le fait justement qu'on est de plus en plus dans une utilisation, on va dire, tactique ou opérationnelle de ce qu'on pourrait appeler des produits spatiaux, au travers du soutien spatial aux opérations. Et ça ouvre peut-être un peu le champ vers les opérations multidomaines, multichamps également, puisque l'espace est censé irriguer finalement toutes les armées et même aussi les nouveaux champs de confrontation, et le cyber en fait partie également. Et je retiens cet exposé ou cette explication très intéressante sur justement, est-ce que finalement une guerre dans l'espace est possible? Et avec les explications que vous nous avez données, elle est très peu probable. Et finalement, je me dis quelque part que ça peut paraître un peu paradoxal d'avoir de plus en plus d'acteurs dans l'espace. Donc on pourrait dire physiquement, s'il y a plus d'acteurs, il y a plus de friction, il y a plus de tension. Mais en fait, finalement, cette multiplication des acteurs va provoquer plus de dépendance et donc va réduire le risque de guerre dans l'espace. Néanmoins, s'il n'y a pas de guerre dans l'espace, il peut quand même y avoir, on l'a souligné, les incompréhensions, on dit en anglais misunderstanding, ou en tout cas des menaces qu'on a mentionnées tout à l'heure qui sont présentes. Et peut-être c'est une question dont on parlera tout à l'heure, mais finalement, si on n'a pas de guerre dans l'espace, est-ce qu'on peut avoir quand même un événement spatial de type menace qui provoquerait une réaction sur Terre? Donc on n'aurait effectivement peut-être pas la guerre dans l'espace, mais on l'aurait ailleurs, puisqu'on a une prolifération aussi d'actions sous le seuil de la conflictualité, dans cet espace qui est souvent une zone plutôt grise, où il est difficile d'y voir clair sans mauvais jeu de mots.
Donc, je vous remercie beaucoup pour ces propos liminaires qui nous ont, je pense, de mon point de vue, et j'espère que c'est votre sentiment aussi, éclairé sur la militarisation de l'espace, la distinction quand même qui peut être faite, même si la frontière est ténue, entre militarisation et arsenalisation de l'espace, les actions qui ont été prises par la France, notamment en termes d'organisation, de formation, de RH et de capacité, bien sûr aussi, et ce qui reste à faire. Et on voit qu'il y a des perspectives, notamment l'année 2025 sera une année charnière pour le spatial militaire français. Et finalement, en écoutant tous ces propos un peu introductifs avant la discussion, ça me rappelle un peu les propos du ministre des Armées, Sébastien Lecornu, hier, qui ouvrait le Paris Defense and Security Forum par ces mots « Nous ne sommes pas en guerre, mais nous ne sommes plus en paix ». Et j'ai l'impression aussi que ça peut très bien s'appliquer à l'espace. Nous ne sommes pas en guerre, mais il faut se tenir prêt. Et nous ne pouvons pas dire non plus que nous sommes en paix. Donc je voudrais passer maintenant le temps aux discussions et aux premières questions. Donc je vais donner la parole à vous, mon lieutenant, pour une première question. Alors je pense qu'elle est principalement destinée à l'amiral Mérieux, mais que bien sûr tout le monde est appelé, enfin les panélistes sont appelés à réagir. Donc je vous laisse la parole pour la première question. Merci capitaine de me donner la parole pour cette conférence. Madame la ministre, mon général, mesdames et messieurs les officiers et les officiers, chers spectateurs, notamment du groupe ISAE, je vous souhaite la bienvenue et je suis très heureux aujourd'hui de me tenir devant vous afin de discuter de ce sujet que je trouve fascinant. Je suis l'aspirant locataire de la promotion 2024 de l'École de l'espace, comme j'ai dit en début de conférence. Alors, ma question, comme la capitaine l'a dit, est principalement à la destination de l'amiral, mais elle est aussi valable pour vous, mon général et mon colonel. Elle est relativement assez simple. Pensez-vous que la militarisation de l'espace augmente le risque de conflit sur Terre? Alors, donc si on parle de militarisation et qu'on fait bien la différence entre la militarisation, l'arsenalisation et la démocratisation des acteurs, j'ai une réponse un peu ambiguë. J'aurais tendance à dire non. Dans un premier temps, parce que le renseignement, c'est aussi une forme de découragement, parce que ça incite l'adversaire à ne pas avoir la surprise. Donc on a une espèce d'équilibre qui dissuade l'agression. Puis ça réduit en fait les incertitudes stratégiques. Donc on a typiquement durant la guerre froide une surveillance mutuelle entre l'URSS et les États-Unis, avec des satellites comme le Corona ou comme le Zénith, qui permettent de contrôler le retrait des missiles de Cuba et donc de descendre le niveau de crise. Ça permet également de surveiller des accords d'antiprolifération comme le traité de SALT. Et donc, de ce point de vue-là, on pourrait dire que la militarisation, elle permet l'apaisement. On a également une autre démonstration avec tout ce qui est early warning, donc la détection des tirs de missiles. En fait, ça permet d'éviter des ambiguïtés. Donc, grâce au système Sioux, les Américains sont capables de détecter quel type de missile est tiré depuis la Terre, et donc ça évite toute mésentente sur un tir de missile. Donc, de par sa nature, sa provenance et sa direction. Alors ça, c'est le côté positif, on va dire. Et il y a un côté négatif, c'est qu'en fait, on peut considérer que ça augmente le risque, parce que en même temps, l'espace, comme l'a dit capitaine Hainaut, c'est un milieu qui est difficile à appréhender. Il n'y a pas de cadre juridique, comme on l'a dit, donc il n'y a pas de code de conduite. Donc c'est un milieu qui fait la démonstration en permanence qu'il est propice aux actions hybrides qui sont sous le seuil, et donc avec en plus une maîtrise non garantie de ces actions. Donc c'est un peu comme le cyber en fait, où quand vous faites une attaque cyber contre l'Ukraine avec un virus qui s'appelle NotPetya, et que Saint-Gobain ou un hôpital en France est contaminé par le même virus.
Donc on a en plus une difficulté de la maîtrise. Donc quand on fait un rapprochement en orbite, donc à 36 000 km, avec 700 millisecondes de latence, c'est pas un sport de masse et les erreurs sont possibles. Donc du coup, il y a un risque de mauvaise interprétation qui pourrait de facto entraîner des représailles sur Terre. Donc voilà ma réponse, oui et non en fait. Merci Amiral. Nous avons peut-être des réactions ici. Général Testé. Bon, juste, je vais m'inscrire complètement dans ce que vient de dire l'amiral, bien entendu. Simplement compléter un petit peu avec un exemple pour bien figer les choses. Lorsque les Américains nous ont sollicité pour aller dans la deuxième guerre du Golfe, la France n'y est pas allée, donc on n'est pas parti en guerre. Et ce qui a permis à la France et au président de la République de l'époque, de mémoire, ça devait être peut-être Jacques Chirac, j'en suis pas sûr, mais bon. En tout cas, le ministre, c'était Dominique de Villepin, qui avait fait son fameux speech à l'ONU en expliquant que nous n'irons pas en guerre avec les Américains parce que nous avions la preuve de notre côté, de façon indépendante, que les fameuses armes de destruction massive, c'était rien d'autre, de Saddam Hussein, c'était rien d'autre que des tuyaux de climatisation qui étaient déposés à côté d'un hangar. Et si nous avions eu cette preuve à l'époque, c'est simplement parce que nous disposions de mémoire, c'était encore le satellite Helios 1, qui nous avait permis d'avoir des images de très bonne qualité, aptes à ce que nos analystes de la direction du renseignement militaire déterminent qu'effectivement ce que les Américains avaient pris pour des missiles, ou en tout cas voulaient nous faire croire que c'était des missiles, n'étaient pas vraiment des missiles. Donc grâce à une capacité spatiale, effectivement la France n'est pas entrée en guerre. Donc par rapport à votre question, effectivement la militarisation de l'espace, à ce moment-là, a évité une guerre, du moins pour la France. Mon colonel, vous voulez rajouter? Oui, juste pour ajouter, et en complément de ce que j'ai pu exprimer tout à l'heure sur le domaine numérique, en fait, espace, fonds sous-marins, cyberespace, ça a été évoqué par l'amiral, ce sont des domaines parfaits pour agir, effectivement, comme le disait l'amiral, sous le seuil de conflictualité, en zone grise. Et ça c'est quotidien en réalité. Hein. Donc ce sont des choses qui arrivent aujourd'hui et auxquelles on est confronté. Je pense qu'il y a suffisamment d'exemples dans la presse qui démontrent qu'on est déjà confronté de toute façon à des événements dans l'espace évidemment, dans le cyberespace naturellement, et puis fonds sous-marins, des câbles sous-marins coupés en Baltique ou ailleurs. Donc je pense que ces trois milieux sont liés et font l'objet d'ores et déjà, en dessous du seuil de conflictualité, donc on n'est pas dans le conflit, mais ils font l'objet d'attaques substantielles et réelles. Eh bien, merci beaucoup pour ces réponses. Peut-être avant de donner la parole à la salle, j'ai quand même une question pour le colonel Rigal, puisque vous avez développé sur les créations futures et les évolutions futures du commandement de l'espace, mais je n'oublie pas que vous étiez en poste aux États-Unis, et donc je suis quand même curieuse de savoir, et aussi peut-être pour les futurs officiers qui seraient potentiellement en poste aussi aux États-Unis, savoir, mais finalement, qu'est-ce que vous avez fait là-bas? Quel était votre quotidien et les relations, bien sûr, avec les Américains? Ouais, alors j'étais officier de liaison espace français aux États-Unis, placé auprès du SpaceCom, donc du Space Command. Officier de liaison, d'abord, c'est un rôle assez ingrat. Hein. Un officier de liaison, c'est à la fois un espion, et puis, en tout cas pour le partenaire, et puis, ou un potentiel espion. Et puis, c'est également quelqu'un qui est très loin de Paris. Donc, on souffre quand même de cette problématique-là. Mais quoi qu'il en soit, c'est une expérience riche qui m'a démontré d'abord avant tout que quand on est aux États-Unis et qu'on veut être efficace, d'ailleurs c'est vrai pour les États-Unis, mais pour les autres pays également, il faut d'abord connaître le pays, la structure, l'organisation donc du système de l'organisation américaine en l'occurrence, il faut bien la connaître. Or, l'organisation américaine, elle est complexe. Voilà. Donc moi, j'étais placé auprès du SpaceCom. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu l'organisation du département de la défense américain, mais globalement, depuis le milieu des années 80, en retour d'expérience du Vietnam, de l'invasion de Grenade, les Américains ont décidé de séparer le volet des opérations du volet de, on va dire, la préparation au combat. Donc ils ont séparé ce qu'on appelle les COCOM, les combattants de commande, des services ou des armées, donc armée de l'air, armée de terre, etc. US SpaceCom, c'est un COCOM, c'est un combattant de commande. Il y en a 11. Ils ont séparé le monde en 11 COCOM, 8 COCOM géographiques et 3 transverses. US SpaceCom étant considéré comme un commandement géographique, astrographique, on va dire ça comme ça.
Donc j'étais placé auprès du Spacecom. Mais en réalité, pour la France, j'avais un rôle sur, évidemment, l'accélération de la coopération en matière d'opération, mais aussi un rôle en matière organique, c'est-à-dire recherche de synergie, de formation, profit du CDE naissant, donc recherche d'opportunités en matière de préparation des forces. Donc j'avais besoin d'avoir des acteurs multiples et répartis au sein des États-Unis. L'objectif, c'était un petit peu dit par M. Narang tout à l'heure, c'était surtout, et c'était l'objectif premier, d'accélérer la coopération opérationnelle. Vaste sujet. Et ça a été évoqué par M. Narang. La problématique de la protection du secret, du partage de l'information, en réalité, est clé de ce point de vue-là. Néanmoins, cet objectif a été, alors on peut toujours faire mieux, mais a été pour partie tenu. Effectivement, la France a rejoint Combined Space Operations Initiative. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, c'est préparer les potentielles guerres opérations spatiales, on va dire comme ça, de demain. Ça rassemble 10 pays, donc les Five Eyes, l'Allemagne, la France, le Japon, l'Italie et la Norvège. Donc la France a rejoint cette initiative en 2020 et les travaux ont dès lors commencé et ont apporté un certain nombre de fruits. Par ailleurs, les Américains se sont engagés auprès de la France, parce que ça a été dit par M. Narang, on est quand même un partenaire particulier, je vais y revenir, se sont engagés à nous ouvrir certaines formations qui jusque-là étaient réservées aux Five Eyes. Donc on a réussi à cranter un certain nombre de choses, à améliorer la relation bilatérale. Et enfin, et ça ça a été aussi dit par M. Narang, qui travaillait pour le Dr Plumb, la rejointe de l'opération Olympic Defender par la France en fin d'année dernière. Ça c'est clé parce que c'est un peu la poule et l'œuf. Quand on demande à coopérer avec un pays, ce qu'on nous a demandé, c'est d'abord de rejoindre l'opération et ensuite on va commencer à parler du fond. Et nous, on demandait évidemment l'inverse. Donc, bon, on a rejoint l'opération fin 2024 et je pense que c'est une très bonne chose. Ce qu'il faut retenir des Américains, et je pense que ce n'est pas un problème de présidence, c'est un problème sur le long terme, c'est que les Américains sont profondément transactionnels. Ce qui veut dire, quand on a affaire à quelqu'un de transactionnel, si on n'a rien dans la poche ou rien à mettre dans la balance, généralement, on n'obtiendra pas grand-chose en échange. Et ça a été dit par M. Narang, encore une fois, la France a d'indéniables atouts. Alors il ne faut pas non plus que nous pensions être forcément tout en haut du spectre, on est une puissance modeste naturellement, mais on a de très nombreux atouts. La stratégie de coopération internationale de Spacecom était articulée sur 3 piliers. Et rechercher les coopérations en fonction des capacités dans ces 3 piliers. Le premier, c'est est-ce que la nation a des capacités opérationnelles ? La France, elle a des capacités dans tout le spectre. Alors, encore une fois, parfois modeste, mais c'est la seule nation qui a des capacités dans tout le spectre. Donc, check, c'est quelque chose qu'on a. Le deuxième pilier, c'est est-ce que la nation partenaire a une capacité dite d'influence, une approche volontariste, une influence auprès des autres nations. Et évidemment, la France, elle a cette capacité-là par son rôle de nation dans le Conseil de sécurité, par exemple, des Nations Unies, mais il y a d'autres exemples. On a également une capacité clé dans ce domaine-là. Et le troisième, il est essentiel, et il a été cité tout à l'heure par M. Narang, c'est ce qu'aux États-Unis on appelle key terrain. C'est la capacité, en fait, pour surveiller l'espace, c'est pas compliqué. Il faut, et ça a été dit aussi par le président Suchet tout à l'heure, il faut avoir, la France a la chance d'avoir des territoires d'outre-mer répartis tout autour du globe. Et pour surveiller l'espace, pour communiquer, pour suivre des satellites, c'est fondamental. Et ils recherchent des partenaires parce qu'il y a un certain nombre d'endroits, probablement, où on peut leur apporter. Et là-dessus, on est une des rares nations qui a du key terrain. Donc, je pense que quand on regarde ces 3 facteurs-là, notre positionnement, il est plutôt sur le haut du spectre en matière de capacité de coopération. Naturellement, il y a ce problème de la protection du secret. On n'est pas Five Eyes. Alors pour ceux qui ne savent pas, Five Eyes, donc c'est les 5. Donc les Five Eyes, vous parlez anglais naturellement, c'est les États-Unis, Angleterre, enfin Grande-Bretagne, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande. C'est un accord intergouvernemental d'échange de renseignements. Donc c'est une perte de souveraineté des pays qui s'engagent.
Mais en contrepartie, il y a un partage du renseignement. Nous ne sommes pas dans cette communauté-là. Je pense qu'on n'a pas envie d'y aller. Et je ne suis pas certain qu'on ait envie que nous la rejoignions. Donc, en tout état de cause, on n'y est pas. Et de ce fait, les opérations, systématiquement, quand on doit participer à une opération, on doit établir les bases de l'échange de renseignements. Pas le cas quand on est Five Eyes. C'est beaucoup plus simple. Pour nous, conjoncturellement, il faut qu'on trouve le moyen d'échanger de l'information classifiée. Or, je rappelle que l'espace, c'est un domaine que les Américains traitent au niveau secret et top secret. Donc, il y a quand même un enjeu très fort en matière de protection du secret. Et ça limite, malgré le volontarisme, notre capacité à échanger. Merci, mon colonel, pour ces éclairages. Je pense qu'il nous reste du temps, un peu de temps pour sûrement au moins deux questions. On peut peut-être grouper une ou deux questions. Au premier rang? Non. Au deuxième rang? Non plus. Vous avez eu le temps de préparer vos questions, il me semble, les élèves, là. Nous avons un volontaire. Monsieur, si vous pouvez décliner votre identité, s'il vous plaît, et dire si votre question s'adresse à quelqu'un en particulier. Merci. Tout à fait. Shaoki Triahi pour Revue militaire suisse. J'ai une question principalement pour le général Jean-Daniel Testé. Vous avez indiqué que la guerre des étoiles, entre guillemets, n'est pas possible. Mais j'ai juste une question à vous poser, mais elle peut être pour tous les autres aussi. À 40 ans de différence avec la guerre des étoiles de Reagan en 1983 et toutes les problématiques conflictuelles actuelles, quel regard portez-vous sur ce passé? Est-ce qu'il y a une autre question éventuellement? Non. Ok, très bien. Je vais essayer de répondre rapidement, en fait. Bon, le regard qu'on porte, c'est d'abord que la guerre des étoiles de Ronald Reagan pas provoqué, mais a contribué à la chute de l'Union soviétique. Donc c'est un succès déjà majeur de ce côté-là. Parce qu'ils ont épuisé les Russes avec du rêve, parce que finalement, la capacité n'a jamais non plus été bâtie du côté américain. Alors on va dire qu'il n'y avait plus besoin, puisque les Soviétiques n'existaient plus. Mais il n'empêche que je pense que côté américain, ça a été aussi un soulagement, parce que c'était rempli de défis techniques, en fait, cette capacité de guerre des étoiles. Et juste pour mémoire, on parlait de guerre des étoiles parce que c'était la mode, parce qu'il y avait Star Wars sur les écrans de cinéma, mais en fait, c'était ni plus ni moins qu'un système défensif destiné à intercepter à différentes couches de son fonctionnement tous les missiles balistiques que les Russes pourraient lancer vers les USA ou vers les pays alliés. Donc ce n'était pas vraiment une guerre des étoiles à proprement dit, c'était plutôt un système défensif. Aujourd'hui, si je dois faire un parallèle entre la guerre des étoiles de Ronald Reagan de l'époque, si je dois la comparer avec quelque chose, je comparerais plutôt avec l'Iron Dome israélien, qui lui aussi est destiné uniquement à protéger et à intercepter des tirs de missiles balistiques. Je pense que nous avons un complément aussi de la part de monsieur Xavier Pasco. Oui, non, c'est juste un complément de réponse, enfin ou de question, ou d'interrogation. Effectivement, je pense que c'est une très bonne question, l'IDS 40 ans plus tard. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, effectivement, c'est quand on a fait une analyse exhaustive du système il y a 40 ans et qu'on se transpose aujourd'hui, il y a un certain nombre de technologies de fond qui étaient les technologies constitutives de l'IDS qui ont beaucoup changé. Que ce soit l'énergie dirigée, que ce soit l'automatisation à outrance et l'autonomisation des systèmes. Et je pense que c'est une vraie question qui aujourd'hui traverse sans doute l'effort spatial américain, l'effort de R&D industriel. Et enfin, j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui, dans le contexte actuel, peut vraiment conduire doit nous conduire, nous Européens, à nous interroger sur les grands équilibres stratégiques à prévoir pour les 10 à 20 prochaines années. Donc je pense que c'est, voilà, je voulais juste te dire que c'est une question, nous à la Fondation, c'est une question qui va sans doute devenir chez nous une question structurante dans nos travaux. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que il y a une question? Oui, bonjour, Patrick Lemoine. Vous avez parlé de l'espace, vous avez parlé de la Terre, vous n'avez pas parlé de cet espace entre l'aérien et l'espace, le stratosphérique. Il y a un projet dont on parle, Stratobus, il aurait peut-être vocation à s'installer pas loin d'ici.
Est-ce que vous pouvez nous dire si c'est une étape vraiment importante pour les développements à venir de notre défense? Merci. Parler, je suppose, de la très haute altitude. Alors, c'est un domaine qui est pris en compte par l'armée de l'air et de l'espace, pas par le commandement, par exemple, de l'espace. Le commandement de l'espace s'occupe évidemment de l'appui spatial aux opérations, mais s'occupe du spatial à compter de la ligne de Kármán, donc de 100 km et au-delà. D'ailleurs, une singularité avec les Américains, encore une fois, l'area of responsibility de l'US Space Commander, c'est 100 km jusqu'à l'infini. Pour nous, c'est 100 km jusqu'au géostationnaire, on va dire de façon très générale, quand on parle de la France. Les THA ont fait l'objet de la désignation l'année dernière d'un officier général THA, qui est issu d'ailleurs du commandement de l'espace, mais dédié et séparé du CDE. Et d'ailleurs, là-dessus, on peut parler de la stratégie, de la nouvelle stratégie aérospatiale, puissance aérospatiale du chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace, qui vise à maîtriser les hautes altitudes, les très hautes altitudes et l'espace dans une logique de continuum, dans la maîtrise en fait de ces environnements-là. Donc prise en compte, mais séparée du CDE. Je ne sais pas si je réponds totalement à votre question. Alors je peux peut-être compléter, si vous m'entendez. Oui, on vous entend, amiral, pardon. Et donc, l'armée de l'air et de l'espace va produire une stratégie au premier semestre 2025 spécifique à la THA. Très bien. Merci beaucoup pour ce complément, amiral. Je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, mon général? Oui. Oui, tout à fait, oui. 5 minutes. À domicile quand même, je fais jouer la montre. Ma question est plutôt pour le colonel Rigal. Encore une fois, désolé, mais comme tu as eu la gentillesse de m'accueillir quand j'étais allé à Colorado Springs l'année dernière, j'ai pu voir les capacités américaines opérationnelles à contractualiser d'une manière qui, moi, en France, me semble totalement disruptive, à contractualiser des services commerciaux. Est-ce que tu peux décrire un petit peu ce qui se passe sur le plateau que tu as eu l'occasion de me faire visiter à Colorado Springs? Oui, bien sûr. Alors, ce dont vous parlez, mon général, c'est, pour ceux qui souhaitent se documenter, ça s'appelle Joint Commercial Operations. C'est une initiative, en fait, qui est issue d'une ancienne élève de l'école de l'air, mais qui est américaine, qui s'appelle Barbara Golf, qui travaille, qui est aussi SDA Advisor auprès du chef du Space System Command à Los Angeles. Et elle s'est rendue compte de l'intérêt, pour diverses raisons, d'utiliser les commerciaux au profit des opérations. Plusieurs intérêts, naturellement. Au début, moi, je pensais qu'ils voulaient utiliser les sociétés commerciales pour enlever le bruit spatial, c'est-à-dire pour surveiller l'espace et puis finalement permettre à la Space Fence, donc aux capacités du département de la défense américain, de se concentrer sur les événements d'intérêt et d'importance. C'est l'inverse. Donc l'idée de Spacecom, c'est bien de se servir de la Space Fence de façon générale pour ensuite demander à JCO, et je vais vous expliquer le concept rapidement, de surveiller tel ou tel événement. Et à ce moment-là, 150 télescopes se braquent sur ça, assurent la continuité de la surveillance. Donc déjà, intérêt de ce point de vue-là, la continuité. Ça permet aux Américains de se concentrer sur autre chose, enfin au département de la Défense. Le deuxième intérêt, il est intéressant, c'est le fait que ces sociétés-là ont envie de démontrer ce qu'elles savent faire. Et donc, elles communiquent. Et donc, l'amiral Mérieux parlait tout à l'heure de naming and shaming. Ah ben, c'est parfait, parce que ces sociétés font du naming and shaming de tel ou tel comportement à la place du département de la Défense et donc du gouvernement américain. Donc, ça permet en fait de dénoncer un certain nombre de comportements sans pour autant exposer le gouvernement américain. Alors comment est-ce que c'est structuré? Barbara a eu beaucoup de difficultés à faire cela parce que c'est comme chez nous, hein, il y a quand même de fortes réticences entre les industriels, bon, à peu près similaire à ce qui se fait chez nous. Donc du coup, elle a donné un lead gouvernemental à cette affaire-là, et puis domaine par domaine, elle a souhaité contractualiser 2 boîtes. Donc par exemple, pour faire de la surveillance de l'espace, il faut faire de l'optique, il faut faire de la radiofréquence, du radar, etc., etc. Donc 2 boîtes en optique.
Donc, elles changent fréquemment puisqu'ils ont des contrats d'1 mois. Donc, c'est quand même assez compétitif, payé très peu cher. Mais ils ont envie d'être là parce qu'ils ont envie de se montrer. Parce qu'eux, ce qu'ils espèrent, c'est le passage, c'est le grand contrat avec le DoD. Et donc, à chaque fois, deux boîtes qu'on paye en matière de services pour qu'elles fassent des analyses sur des événements. On peut obtenir les données, mais on paye un peu plus cher. Donc, ce qu'on veut, c'est des analyses. Et évidemment, les deux boîtes, eh bien, en fait, sont concurrentes et donc cherchent l'une par rapport à l'autre à se démarquer et à avoir une analyse plus pertinente que l'autre. Donc, c'est ultra compétitif et très peu payé. Et c'est pareil dans chacun des domaines. Bon, dans le radar, il n'y a que aujourd'hui Léolabs, mais on peut espérer qu'il y en aura d'autres demain. Donc, cette approche-là permet d'offrir en on-class, mais il y a aussi un volet classifié auquel nous n'avons pas participé, permet finalement de faire participer donc, les commerciaux aux opérations spatiales militaires. C'est un outil également de coopération internationale pour les États-Unis, parce que vu que c'est non classifié, bah là, ça ouvre le champ facilement à la coopération internationale en s'affranchissant des freins liés à l'information sharing. Donc c'est très intéressant et ça peut intéresser l'école de l'air parce qu'en dessous de JCO, il y a un bac à sable, ça peut intéresser l'école de l'air, mais également la plupart des autres écoles, il y a un bac à sable où le pilier industriel, mais aussi le pilier académique peuvent aller démontrer des initiatives, des solutions, démontrer cela et ensuite être éventuellement sélectionné pour participer à être contractualisé. C'est un phénomène assez vertueux, je pense, et qui chez nous n'est pas encore... Alors on participe à JCO par le biais d'opérateurs français, mais on n'achète pas de données qu'on fournit à JCO. Voilà. On profite des données américaines, gratuitement. Donc ce qui est assez intéressant. Voilà. Et j'avais un autre point, mais écoutez, il m'a sauté de l'esprit. Voilà. Mais en tout cas, quelque chose de très très bien. Merci beaucoup, mon colonel. Eh ben, je pense que nous sommes parfaitement dans les temps. Ah, amiral. Désolé, capitaine. Oui, donc, on participe activement à JCO puisqu'on fait des shifts. Donc, le commandement de l'espace participe à des permanences sur l'H24 avec il y a 3 cellules et on participe à une des cellules en mettant des officiers du commandement de l'espace qui font le quart durant ces opérations. Ensuite, hélas, le Code des marchés publics ne nous permet pas de faire aussi souple, mais néanmoins, on essaye d'adresser ça, d'adresser plusieurs opérateurs en même temps. Donc, c'est quelque chose qu'on fait depuis longtemps avec, dans les télécommunications avec une convention qui s'appelle Asteles. Et donc, le commandement de l'espace met en place un nouveau contrat de méta-opérateur pour la partie observation et analyse. Donc qui s'appelle Siamois et on ouvre la compétition en ce moment avec la DIRISI pour essayer d'avoir quelque chose de souple en termes de réactivité. Je vais retrouver ce que j'avais à dire. Dans JCO, il y a également du DevOps, donc du développement logiciel en mode opérationnel. Ça s'appelle la Dragon Army. Ça, c'est à mon avis, quelque chose de fondamental. Et je parlais tout à l'heure de l'US Space Force Vision, Digital Service. Vision for Digital Service, c'est la volonté d'intégrer des informaticiens, des programmeurs au sein, comme opérateurs, comme opérationnels, au sein de Spacecom et de la Space Force. Ça, c'est un changement radical parce que les gens font du développement logiciel en mode ultra agile pendant les opérations. Ça, c'est quelque chose qu'ils font à JCO et sur lequel le CDE réfléchit. Ça changerait le modèle d'armée qu'on a décidé il y a quelques décennies, mais ça, je pense que c'est une voie d'avenir. Merci beaucoup. Il me semble qu'il est maintenant temps de clore cette table ronde sur la militarisation de l'espace, même si on aurait pu faire peut-être 2 heures de plus, mais apparemment on n'a pas l'autorisation. Donc merci beaucoup à l'amiral Mérieux qui a été disponible et qui nous a enrichi avec son intervention. Merci bien sûr à nos panélistes en présentiel, à notre élève aussi de l'école qui a pu poser ces questions pertinentes. Merci aussi à vous tous pour votre attention et vos questions. Et à très vite et vive l'armée de l'air et de l'espace.
Bien, merci infiniment, capitaine, amiral, mon général. Merci à toi également, Xavier, pour cette seconde table ronde. Qui, avec la première table ronde, nous a permis, je pense, collectivement, je l'ai trouvé extrêmement dense et riche, et je pense que ça nous a vraiment permis de nous faire une meilleure idée, à la fois sur les enjeux européens et sur les enjeux de militarisation de l'espace, évidemment. Quelques idées forces ici, puisque la densité du propos a fait que peut-être il faudra revenir sur un certain nombre de thématiques, mais quelques idées forces pour nos élèves. Tout d'abord, ce domaine spatial qui touche à toutes les activités humaines. Je crois que l'ensemble des exemples qui a été donné, on a fait évidemment un focus sur l'utilisation militaire de l'espace, mais vous aurez compris que si demain les capacités spatiales tombent, vous retirez plus d'argent aux distributeurs, il n'y aura plus de transactions économiques et les avions vont s'écraser parce qu'ils seront plus guidés. Enfin, on a vraiment des sujets. Donc, voilà, que nous en soyons tous collectivement bien certains. Ces capacités spatiales, elles reposent, je crois que ça a été bien dit, sur beaucoup de sujets en réalité qui sont aujourd'hui des sujets politiques et qui touchent à la coordination entre la recherche et l'industrie, évidemment, mais aussi les États et les unions d'États. Donc forcément, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, l'Union européenne. Et je ne sais plus si c'est Churchill qui disait ça, qui disait que pour commander et pour décider, il faut être en nombre impair, et 3, c'est déjà trop. Donc c'est évident que pour les puissances qui nous parlent aujourd'hui, les États-Unis, la Chine, la Russie, voilà, ils décident entre eux. Nous, on décide à 27 ou à 30. Et donc c'est beaucoup moins évident. Ce domaine spatial, c'est également un domaine extrêmement dual. Donc ça, pour des militaires, c'est toujours un petit peu difficile à appréhender, mais dans l'espace, ça, c'est une arme. L'exemple des matrioshkas russes qui a été cité tout à l'heure est intéressant. Donc voilà, avec quoi on provoque des dégâts dans l'espace, qu'est-ce qu'on fait de réversible, d'irréversible, et cette dualité, évidemment, elle pose des difficultés. Le concept de JCO qui nous a été exposé permet de contourner un peu cette dualité en expliquant ce qui se passe dans l'espace sans impliquer les puissances, enfin l'État en termes régaliens. Le cyber, je pense que ça a été abondamment dit, les liens entre le cyber et l'espace sont, je pense que maintenant vous les avez parfaitement identifiés. Et puis cette notion aussi pour nous militaires, en revanche, cette notion que l'espace amène une transparence du champ de bataille par le fait numérique, par l'observation qu'elle donne. Cette transparence, interrogez-vous sur le paradoxe de cette transparence à l'heure des fake news, à l'heure où il est très difficile de savoir ce qui se passe sur le front ukrainien pour de vrai, voilà. Alors que nous avons des outils spatiaux qui devraient vraiment nous mettre ça sur la table sans aucune difficulté. Donc là aussi, c'est un paradoxe ou un sujet intéressant. Enfin, les questions de souveraineté que j'évoquais un petit peu avec la notion d'alliance. Cette notion de souveraineté, ça c'est vraiment au cœur des discussions, à mon avis, du moment. Elle se pose en matière nucléaire, évidemment, mais elle se pose aussi pour le domaine spatial. Elle nécessite de votre part, à vous élèves, une parfaite connaissance des mécanismes institutionnels, évidemment au niveau européen. Pourquoi on en veut à Madame von der Leyen de parler d'armée, par exemple? Est-ce que c'est son boulot? Mais est-ce qu'il y a d'autres endroits dans l'Europe où on peut parler entre gens sérieux et entre gens dont c'est le métier, qui sont légitimes pour le faire, de capacités militaires et de capacités militaires spatiales? Eh bien oui, mais lesquelles? Voilà, donc à chercher. Voilà, en particulier, je signale qu'il existe un comité des chefs d'état-major de l'Union européenne, au même titre qu'il existe un comité de chefs d'état-major de l'OTAN. Donc que se racontent ces gens-là lorsqu'ils se croisent? Mais ça, il faut que vous l'appreniez en tant qu'élève. Donc merci infiniment à toutes les personnes qui ont permis de préparer ce séminaire. Évidemment, donc vous aurez compris qu'il était à l'initiative du groupe ISAE, dont je salue les écoles présentes. Je demanderai à quelques-uns de ses membres de bien vouloir s'avancer tout à l'heure, mais pas tout de suite. En tout cas, merci. Évidemment, j'ai remercié
le général Parisot tout à l'heure pour le GIFAS qui a financé cette journée. Et dans le groupe ISAE, nous avons notre délégué général, Patrick Gousseau, voilà, qui nous a bien aidé évidemment sur le sujet. L'ensemble des commissions du groupe ISAE qui ont là aussi, commission internationale, commission de communication, qui ont permis la réalisation de cette journée. Et puis, permettez-moi également de remercier mes propres équipes avec le pôle partenariat. Donc merci à la lieutenant-colonel Gilles, la communication qui a les équipes de la com qui ont beaucoup travaillé sur ce sujet, ainsi que mon propre cabinet, je vois assis là-bas, prépare ses examens professionnels, mais qui aussi a œuvré pour la journée d'aujourd'hui. Voilà, merci à Madame la traductrice qui n'a pas dû s'amuser tout le temps. Merci à vous. J'espère que vous avez pu prendre une pause quand même tout à l'heure. Et puis à l'ensemble des techniciens qui ont fait que c'est aussi la magie du spatial. On arrive à parler aux États-Unis en décalage horaire et on a l'impression que M. Narang était de l'autre côté de la pièce. Donc merci à vous pour ce petit exploit et cette première pour notre école. Permettez-moi de conclure en insistant, si vous le permettez encore, sur la place de la recherche et de l'enseignement aujourd'hui dans notre écosystème, dans l'écosystème évidemment du spatial comme il a été décrit, dans l'écosystème de défense en général et dans l'écosystème qui intéresse l'ensemble des écoles du groupe ISAE, qui est l'aéronautique et le spatial. Nos 9 écoles, les élèves sont aujourd'hui présents, elles couvrent l'ensemble des domaines dont on a parlé aujourd'hui en panel. Et c'est là que c'est dans ces écoles que se forment les ingénieurs du futur, les cadres, ils ne sont pas forcément ingénieurs, mais les cadres qui vont avoir à charge d'équipes, pas forcément dans le domaine de l'industrie, j'espère que vous l'aurez compris puisqu'on a parlé de spatial, mais même pas forcément dans le domaine du spatial, mais qui seront capables de comprendre quelque chose aux problématiques qui se posent aujourd'hui à nos sociétés là-dessus, et après d'en tirer toutes les conclusions pour la réindustrialisation de notre pays et les problématiques de défense qui sont aujourd'hui au cœur de ces sujets. La recherche, à la fois fondamentale et très appliquée de nos écoles, et cette recherche, qu'elle soit sur les sujets techniques ou qu'elle soit sur les sujets de pédagogie elle-même, parce que on n'apprend plus aujourd'hui à nos élèves comme on apprenait il y a juste une vingtaine d'années. Et bien toute cette recherche, là aussi, elle profite à l'ensemble de la réindustrialisation, de la recherche, de la défense et de l'espace. Et donc, à l'heure où aujourd'hui on parle d'investissement ou d'argent à mettre sur ces 3 sujets, eh bien je pense qu'il est absolument fondamental que soit bien ancrée l'idée que toute cette réindustrialisation, toute cette défense, tout ce spatial, sans vos cerveaux bien formés, eh bien ça n'aura pas de sens. Donc j'espère que cette idée force touchera ceux qui auront à décider de l'allocation de ces futurs budgets. J'espère que cette idée force pourra toucher. L'année 2025, ce sera une année fondamentale pour notre école aussi, puisque l'école de l'air a 90 ans cette année. Là aussi, on parlait d'histoire à raconter tout à l'heure. Si on se penche sur cette histoire à travers création d'une école, la veille d'une conflagration mondiale majeure, tout ce qui s'est passé ensuite pendant la guerre froide, après la guerre froide, qu'est-ce que ça a amené comme changement dans notre institution ? Il y a une belle histoire à raconter. Je ne sais pas si elle s'insère totalement dans l'histoire du spatial, Madame la Ministre, mais en tout cas, elle y a toute sa place. Cette année 2025, ce sera aussi une année stratégique puisque effectivement, il a été évoqué. On sait qu'il y a une stratégie de défense qui est en cours d'élaboration, mais il y a également effectivement une nouvelle stratégie spatiale qui a été énoncée par le Premier ministre, qui devrait donc arriver cet été. Et puis enfin, je pense que nous pouvons tous collectivement nous donner rendez-vous au prochain Salon du Bourget, qui, vous le savez, est un événement majeur pour l'aéronautique et le spatial, qui a lieu régulièrement et qui aura lieu singulièrement cet été. Je sais que nos écoles travaillent déjà avec les institutions qui sont nos tutelles pour que cet événement continue d'être un événement majeur de l'aventure et de l'histoire à raconter sur l'aéronautique et le spatial français. Merci de votre attention et vous n'échapperez quand même pas à une petite remise de cadeaux pour
pour vous. Et puis, je vais également appeler Patrick Gousseau, l'amiral Bertrand et Monsieur Girard, voilà, qui sont, je crois, les écoles présentes. On peut les applaudir.